Hello tout le monde, moi c'est Léa. Moi je suis Lorlaï. On est deux cavalières amateurs passionnés et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. 2 fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Avant même de commencer cet enregistrement, nous voulions vous dire un très grand merci pour tous les messages que nous avons reçus suite à la sortie de l'épisode consacré à Victor Lévesque, et ainsi que pour vos tips. Alors merci à vous et continuez de nous envoyer vos retours, vos impressions et d'être si enjoués face à ce podcast que nous aimons tant. Si on m'avait dit un jour que je partagerais 1 heure de mon temps en compagnie de Kamel Boudra, croyez-moi que je ne l'aurais pas cru. Ce vendredi de décembre, nous nous sommes rendus à Paris, dans l'appartement parisien de Kamel, pour échanger les rôles le temps d'une interview à I Am an Equestrian. Je pense que vous allez reconnaître la voix charismatique de Kamel dès la première seconde d'enregistrement. Comment ne pas le reconnaître, vous allez me dire. Dans cet épisode, il nous a parlé de ses débuts à la radio, des coups de pied qu'il s'est pris par les cavaliers à la sortie de piste, et puis de son ascension vers le haut niveau. Dès qu'il dit à Life à RMC Sport, Kamel a su garder sa place mais aussi son authenticité. Vous le verrez, Kamel se bat pour de grandes causes et en parle ouvertement. Le bien-être animal sur lequel il s'est longtemps étendu pour notre plus grand bonheur. La multiplication des compétitions et les effets néfastes qu'elles peuvent engendrer, mais aussi le sport de haut niveau. Il nous a parlé des plus beaux événements qu'il a connus et également les plus difficiles pour l'équipe de France, mais pas que. Il nous a même arraché quelques frissons quand il a évoqué le grand Éric Lamaze. La liste des sujets évoqués n'est pas exhaustive, et on préfère que vous écoutiez cet épisode jusqu'au bout plutôt que de vous spolier dès maintenant. Ce nouvel épisode est sponsorisé pour la première fois par une sellerie. Sellerie Picot est une boutique indépendante dédiée à l'équitation. Il possède un magasin à quelques kilomètres de la Motte-Beuvron ainsi qu'une boutique en ligne. Le désir et l'ambition de la sellerie Picot est d'offrir au milieu équestre le meilleur choix de produits de qualité pour la pratique de ce sport. C'est le rendez-vous des grandes marques. Ils proposent un service de livraison partout dans le monde et surtout, ils garantissent une place de choix à la bonne humeur. Dans ce magasin et sur la boutique en ligne, vous trouverez un très large choix d'articles pour toutes les disciplines, dressage, obstacles, concours complet et tant d'autres. Pour équiper entièrement chevaux et cavaliers, ils ont sélectionné des marques reconnues pour leur qualité. GPA, Samshield, Kep pour les casques, Cavalleria Toscana ou Horse Pilot pour les tenues de concours haut de gamme, ou encore les élégantes bottes Parlanti. Côté cheval, vous pourrez retrouver les gammes Horsewear, Kentucky pour ne citer que celles-ci. En boutique comme sur internet, il y en a pour tous les budgets. Pour notre plus grand plaisir et pour fêter ce partenariat, la sellerie Picot vous propose un code promo sur toute la boutique en ligne. Vous bénéficiez donc de 10% avec le code I Am an Equestrian, alors n'hésitez pas une seule seconde. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Bonjour Kamel. Bonjour. Alors voilà, vous ne me connaissez pas, mais moi j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. À 13 ou 14 ans, j'ai commencé à regarder Equidia tous les dimanches après-midi. Vous me rajeunissez pas là. Regardez les plus beaux grands prix. Vous écoutez vous et votre invité du jour. Et puis depuis, j'ai toujours rêvé de faire votre métier. Alors je voudrais commencer par vous dire que c'est un honneur pour nous de pouvoir vous enregistrer dans ce podcast. Vous êtes la figure emblématique de nos sports équestres. Vous faites un travail remarquable pour diffuser les événements et rendre accessible l'actualité. Ça commence très bien notre rendez-vous. Et rendre l'actualité du sport possible pour le plus grand nombre. Donc, on aimerait déjà, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, que vous vous présentiez un peu votre parcours scolaire aussi, ça nous intéresse. Et comment est-ce que vous avez fait pour arriver ici ? Alors, d'abord, je suis originaire du Berry, dans le centre de la France, pas très loin de Châteauroux, Bourges, là-bas. Et les chevaux, j'ai rencontré les chevaux d'abord. J'ai rencontré les chevaux et la radio presque en même temps. Parce que c'est 2 passions que j'ai eues tout petit dans ma chambre. La radio, quand je pense que je devais avoir 7-8 ans, je prenais mon tube de dentifrice et je parlais dedans. Et je rêvais d'être dans un studio, enfin voilà. Et à 14-15 ans, il y avait une petite radio libre pas très loin de chez moi, mais quand même à une vingtaine de kilomètres. Et je suis allé me présenter et j'ai fait une émission. Je faisais une émission le dimanche. J'avais 14 ans, je pense. J'y allais en vélo ou en stop. Et ça s'appelait Diabolomante. Et en fait, je passais des musiciens, que des disques en live, et je racontais la vie de l'artiste. Donc voilà, ça allait de Ray Charles au français. Enfin bon, donc ça a commencé comme ça.
cette envie-là, en tout cas, sans savoir que ce serait mon métier, mais j'avais quand même envie de ça. Et le cheval, c'est vraiment en me promenant toujours à vélo dans la campagne de mon coin, en plein Berry, que j'ai croisé des chevaux dans les prés. Mais mes parents n'avaient pas d'argent, donc je pouvais pas du tout ni monter à cheval. Et je sais même pas si j'avais tellement envie, en fait. C'est juste l'animal me fascinait. Je restais avec mon chien des heures dans le pré. Et je me souviens vraiment de l'odeur. C'est des chevaux qui étaient un peu abandonnés dans les prés comme ça. Ça devait être des trotteurs de réforme. Enfin, je sais pas ce que c'était, mais ça m'est resté vraiment. L'odeur, elle m'est vraiment restée très très longtemps. Et puis après, ma vie a bougé, changé. Et un jour, je me suis particulièrement intéressé au cheval. Et en même temps, je me suis mis à faire de la radio pour France Inter notamment. Et un jour, j'ai regardé Equidia et je me suis dit, mais en fait, ça serait marrant. Et quand je regardais Equidia, mes prédécesseurs parlaient toujours du cavalier, jamais du cheval. Donc, ils me disaient tous les week-ends que Berbaum avait été champion olympique, que Eric Navet avait été champion du monde, que je ne sais quoi, etc. Mais j'apprenais rien sur le cheval et ça me paraissait toujours un peu étrange. Et donc je me suis dit ça qu'il faut apporter, il faut parler du cheval, ses origines, savoir qui le montait avant, enfin parce que ma passion était avant tout cheval et ensuite ceux qui s'en occupent et qui les montent, mais la passion première c'est bien le cheval. Donc un jour j'ai appelé, je me suis fait tège, ils m'ont dit non, merci, on a besoin de personne. J'ai appelé 2 fois, 3 fois, puis un jour il y a eu un casting et puis voilà, j'ai gagné le casting. Ça s'est fait comme ça. Et les études avaient absolument rien à voir, j'ai fait histoire de l'art. Donc, absolument rien à voir avec le cheval. À cette époque-là, quand vous avez commencé la radio, que vous étiez déjà un peu amoureux du cheval, est-ce que vous auriez osé imaginer devenir le journaliste que vous êtes aujourd'hui? Enfin, restant modeste, non, je pensais pas, parce que j'étais vraiment pas issu de ce monde du cheval, qui était quand même, quand on vient de l'extérieur, un peu fermé comme ça. Enfin, pas fermé, mais enfin, en tout cas, j'avais pas de parrainage. Je me suis pas posé ces questions-là en fait. Je me disais pas je veux être ci ou je veux être ça. J'ai avancé que par passion en fait. J'aimais ça et surtout j'ai aimé le partager. Et en fait, ok, je suis journaliste, mais j'essaie quand même aussi de partager les événements, les émotions. J'ai eu la chance de faire les Jeux Olympiques 3 fois, tous les championnats du monde depuis 15 ans, etc. Mais c'est surtout l'envie de partager. Je pense qu'en fait les gens si j'ai été entre guillemets bien accueilli, c'est aussi parce qu'ils voient que la démarche est sincère et que j'ai mouillé ma chemise pour aller chercher des infos et que j'ai pris des vents et que quand j'étais le premier au monde à faire les sorties de piste, je prenais des coups de pied, les Allemands voulaient pas, enfin bon, parce qu'ils avaient peur que je découvre. Voilà, donc ça a été dur, mais de ce fait, les gens ils se sont dit tiens, mais en fait, il est sincère. Puis après, les cavaliers me voyaient en Normandie sous la pluie, voir les 4 ans, enfin. Je trouve que souvent mes confrères restent trop en salle de presse. Enfin voilà, et je pense que c'est pas là qu'on apprend des choses parce que c'est un peu convenu. Donc je pense que le téléspectateur, il s'est aperçu de ça. Je crois qu'on ment pas sur 3 semaines de Jeux Olympiques, on peut pas faire semblant. Si vous faites semblant, il y a un moment le téléspectateur vous a vu mentir ou ne pas être sincère. Ouais, la passion, ça s'invente pas. Voilà. C'est ce que j'allais dire. À un moment de votre vie, vous vous êtes dit, c'est indispensable que je continue de travailler dans cette passion du cheval? Je me le suis demandé, je me suis posé cette question après l'arrêt d'Equidia Life. Là, je me suis vraiment posé la question parce que j'avais d'autres propositions pour faire autre chose que le cheval et qui auraient été pour plein de choses plus confortables pour moi. Mais j'ai pas voulu. Enfin, voilà, je me suis dit c'est une chance inouïe de faire ça, donc j'ai continué. Voilà, donc là avec RMC Sport et toute l'équipe avec Alice Larocca et tout ça, oui, je continue. Oui. Mais je me suis posé la question. Et vous avez trouvé la réponse. Voilà. Aujourd'hui, en quoi consiste votre métier exactement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi ressemble votre quotidien et aussi quelles en sont les contraintes, s'il y en a, et les avantages? Alors, les contraintes, elles sont qu'on est quand même... Moi, j'ai fait par exemple 45 émissions à l'année avec Alice Larocca et Camille Thomas et toute l'équipe, Hervé Godignon, etc. Donc, j'en fais 45, ça veut dire qu'il y a déjà 45 week-ends de prix. Que les compétitions, c'est le week-end. Donc il faut quand même avoir une vie perso qui puisse s'adapter
Et vos proches, il faut qu'ils acceptent ça. Bon, c'est pareil pour les sportifs, hein, mais bon, voilà, en tant que journaliste sportif, faut accepter d'être là tout le temps. Et les contraintes, non, parce que il y a tellement de bonheur de faire ça, de le partager. Surtout, je pense que si avec RMC Sport, j'aurais pas eu d'émission, ou j'aurais pas eu l'envie d'une chaîne qui fasse vraiment du cheval, mais juste du bouche-trou, ou juste pour mettre le cheval comme ça de temps en temps, j'aurais fait autre chose, ou je serais parti ailleurs. Là, le fait qu'il y ait une vraie volonté de faire beaucoup de cheval, on diffuse plus de cheval qu'on en diffusait sur Equidia Life. Donc, il y a pas photo. Ça me plaît, donc je me pose plus la question. Et les journées, les semaines type, c'est le commentaire tout le week-end. Par exemple, quand il y avait les grands concours Genève-Bordeaux, où on est dans quelques jours, c'est arrivé sur site le jeudi soir, donc c'est vendredi, samedi, dimanche de compétition. C'est retour à Paris, c'est les studios du dimanche soir avec l'équipe, avec Camille Thomas, c'est souvent jusqu'à minuit, 1 heure pour préparer l'émission du lendemain matin, qu'on tourne. Si on a une journée off, c'est souvent le mardi ou le mercredi. Autrement, on enchaîne. Il y a aussi des doublages à faire de reportages qui viennent de l'étranger. Puis les émissions, il faut les préparer, il faut faire des invités, voilà. Donc et puis c'est non-stop. C'est quand on est même chez soi, il faut rester informé, il faut être en contact. Moi, j'ai la chance d'être en contact avec toute Cavalier partout dans le monde quasiment, et ça, faut pas que j'arrête. C'est ça que je voulais vous poser comme question. Comment est-ce que vous préparez la présentation d'un événement, les commentaires d'un événement ou d'une épreuve? Qu'est-ce que vous faites en amont? Est-ce que c'est juste que vous êtes tellement immergé dans ce milieu-là qu'au final vous savez tout? Est-ce que vous avez vraiment un temps de préparation? Par exemple, surtout un championnat ou alors un grand rendez-vous Genève ou des rendez-vous comme ça. Je peux pas ne pas les préparer parce que moi j'aime pas avoir de fiches, j'aime pas avoir donc il faut que les infos je les ai eues avant. Donc j'appelle beaucoup les cavaliers, les Français, les étrangers, certains, mais enfin bon, j'ai plein de copains groom qui fouinent un peu partout. Donc il faut vraiment avoir plein d'infos tout le temps. Et en fait, c'est comme dans tout métier ou tout sport ou tout art, une fois que vous dominez la technique, vous pouvez laisser passer l'artistique ou ce que vous êtes vous. Si vous êtes coincé dans le doute, faut que je lise ma fiche parce que je sais pas, ça marche pas. Donc il vaut mieux parfois zapper des infos, mais laisser place à la spontanéité. Mais pour qu'il y ait ces infos, il faut avoir à travailler toute la semaine, ouais. Et moi j'ai beaucoup de cavaliers qui m'appellent pour me dire tiens ce cheval là j'ai fait ça avec, ou je l'ai vendu, ou alors il me plaît pas, ou alors ils m'envoient des vidéos. Enfin donc c'est non-stop du 4 ans jusqu'au cheval de Jeux Olympiques. C'est drôle au final, vous alliez chercher les informations et maintenant on vous les envoie. Ouais, pas toutes, hein, mais beaucoup. Non, ouais, beaucoup. Maintenant, les 3/4, les cavaliers quand ils vendent un cheval ou quand. Après, moi, il y a des infos qui m'intéressent peu, mais ouais, beaucoup. Je sais que vous avez reçu Rodrigo Pessoa, par exemple. Rodrigo, on s'est beaucoup parlé sur beaucoup de domaines avant Rio. C'est pour ça qu'il a fait Rio avec moi. La Maz particulièrement, enfin. Alors avant c'était la France, puis maintenant c'est beaucoup l'étranger. Donc ouais. Vous avez donné une interview dans Jump Inside récemment, et nous on a discuté avec, on avait invité Yannick Bichon, le speaker, dans notre podcast, et il nous avait parlé, on avait parlé du déficit médiatique dont souffrent les sports équestres, et je pense quand même de moins en moins, notamment grâce à RMC. Comment est-ce que vous analysez ce gap? Est-ce que on peut recroiser un peu les informations par rapport à l'internet? Moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Ouais. En tout cas, tant qu'RMC Sport, par exemple, une chaîne thématique généraliste de sport, diffusera le cheval, il y a plein de sports qui n'ont pas du tout cette diffusion-là en télévision et qui sont tout aussi populaires. Le judo, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'épreuve de judo à la télé que pour les championnats. Non, je trouve que c'est sévère en fait. Comme je trouve que ce qui s'est passé, c'est qu'Equidia, les gens l'avaient comme ça très très facilement. On a été très gâtés. Je dis on parce que moi le premier, et évidemment les amoureux du sport, des sports équestres. Mais c'était évidemment un cadeau et on a été très 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 gâtés. Mais ça existe encore. Alors oui, c'est une télévision payante, mais le foot c'est payant. Ça serait dingue que l'équitation ça le soit pas. Et moi, je refusais de faire du gratuit
sur Internet ou en vrai, mais qui soient pas de qualité. Donc ça, j'y serais jamais allé. Il y a des choses qui existent comme ça me ressemble pas, j'ai pas du tout envie. Il faut du qualitatif, autrement. Donc je trouve pas que ce soit pas médiatisé. Je ne trouve pas. Je trouve que c'est un milieu où les événements rencontrent quand même beaucoup de public. On l'a vu à Lyon, plus de 75 000 personnes. Bordeaux, ça va être plein aussi. Enfin, c'est pas aussi pauvre que ça, c'est pas vrai. C'est plus vrai dans la presse sportive généralisée comme l'équipe ou des choses comme ça. Mais celui qui veut voir du sport équestre, il peut en voir sur une chaîne généraliste aujourd'hui en tout cas. Si je ne me trompe pas, vous êtes éleveur, Oui, propriétaire, oui. vous êtes journaliste, vous êtes partout. Alors, j'ai 2 questions du coup. Quelle est la place réelle du cheval dans votre vie? Je pense qu'on l'a compris, un petit peu centrale. Et aussi, comment est-ce que vous faites pour tout gérer au quotidien? Alors, ouais, l'élevage, ça c'est un truc de fou. J'ai pas beaucoup de juments, j'en ai que 2. Mais ça a été une passion évidente et tout de suite. Et pour rien au monde, j'arrêterais. C'est comme tous les éleveurs, j'ai pris des claques, mais j'ai tellement eu de joie et puis j'ai tellement d'espoir encore. Et puis j'ai 2 juments qui me donnent beaucoup de satisfaction. Alors c'est pas moi qui m'en occupe parce que moi j'habite Paris, mais j'ai un ami qui s'appelle Dominique Labesse, qui est lui-même éleveur de bovins et de chevaux, et mes chevaux sont chez lui. Et sans lui, rien ne serait possible. Mais j'essaie d'y aller le plus possible, pas assez. Mais ah oui, alors ça, par exemple, ça c'est tout le temps. Là, c'est l'hiver. Je me réveille la nuit, je vais voir les étalons. Enfin, non. Enfin, c'est vrai que partager la vie d'un passionné d'équitation, enfin de cheval plus que d'équitation, c'est particulier. Hein, ouais, c'est sûr. À qui le dites-vous? Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait de côtoyer tous ces sportifs et ces passionnés tous les jours? Et aussi, ma deuxième question qui venait plus tard, mais comment est-ce qu'on vit les plus grands événements? Vous nous disiez que vous aviez commenté les Jeux Olympiques 3 fois, tous les JEM. Comment est-ce que vous vivez ces victoires, quel que soit le cavalier, quelle que soit l'équipe? Comment est-ce que vous Alors, vivez ça? les Jeux, par exemple, bon, Rio, c'est très particulier parce que Rio, on a tout gagné. Alors là, c'est l'explosion totale de l'émotion. Mais moi, j'ai quand même vécu des Jeux Olympiques catastrophiques pour la France qui étaient la Chine en 2008 et qui étaient Londres en 2012. Après, moi, je suis avant tout, comme les gens qui regardent la télévision, passionné du sport. Donc, si la France va bien, évidemment, ça met voilà. Et puis nous, ça nous arrange parce qu'on a plus de téléspectateurs. Mais sur ces grands événements-là, de toute façon, c'est très 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 beau. Et dans ces événements-là, j'ai très peu de relations avec les athlètes. D'abord parce que j'en veux pas, eux ils n'ont pas envie, ils n'ont pas le temps, même ceux que je connais bien, même que ceux parfois avec qui on est amis. Il y a un moment, chacun son travail. Et puis moi, je me suis toujours empêché de pas manquer d'objectivité, par exemple dans la présentation d'un cavalier. Franchement, j'ai des gens que j'aime bien, d'autres que j'aime pas. Franchement, je serais surpris qu'on puisse avec précision dire tiens, a priori il aime bien celui-là ou il aime pas celui-là. À chaque fois, les gens me disent ça. Ah, vous avez l'air de bien aimer, pas du tout. Donc il faut quand même garder vachement de recul. Après, ce qui est très impressionnant sur les très très grands champions, comme le sont par exemple les champions olympiques, c'est que en les fréquentant beaucoup, c'est quand même des gens pas comme les autres. Ils sont souvent un peu tarés, ils sont souvent un peu fous, ils sont souvent un peu obsessionnels, mais c'est pas ça c'est sûr que c'est pas. Moi, j'ai eu la chance pour RTL de faire les Jeux 3 fois, tout sport confondu. Celui qui revient avec la médaille d'or, enfin avec une médaille, c'est pas des gens, c'est des gens incroyables. On parle beaucoup de l'équitation, mais quand on voit le judo, les sports de combat, l'athlète, eux ils peuvent y aller parfois une fois dans leur vie. Et je peux vous dire quand l'athlète se claque à la demi-finale, je sais pas, il y a des drames. Les Jeux, c'est incomparable. Donc oui, c'est des moments qui me marquent. Il y a des concours dont je me souviens plus, j'en ai tellement fait. Mais les Jeux, je me souviens de tout ce que j'ai vu, et pas que de l'équitation. Ouais, non, c'est magique. Hein. Non, rien d'autre. Et les athlètes qui n'y sont jamais allés se rendent bien compte que ça n'est pas comme les autres. Et même dans l'équitation, gagnent souvent ceux qui l'avaient déjà fait précédemment. Parce qu'ils ont besoin de prendre d'expérience. D'ailleurs, l'équipe française, ils avaient tous quasiment été. Je parle du jumping en tout cas. Donc voilà. Le plus fort de ma carrière, c'est Rio. Hein. Médaille d'or par équipe pour le jumping complet et puis médaille d'argent pour le complet. Ouais, non, ça pouvait pas.
Et quand c'est au contraire pour l'équipe de France un cas d'échec, vous arrivez à vous couper de l'empathie, Oui. à ne pas trop vivre l'échec Et que je sois très franc. Bah oui. Ouais, non seulement je me coupe de l'empathie, et les résultats du sport français sont souvent, de ma part, assez intéressés. C'est-à-dire que j'arrive, comme de toute façon, je vais pas avoir de rapport avec eux, quasiment pas, sauf avec une ou deux personnes pendant le championnat. Ce qui compte, moi, c'est qu'ils aillent le plus loin possible, parce que plus ils vont loin, plus il y a de téléspectateurs. Ça m'a, voilà. Donc je suis déçu parce que quand je sais que ma chaîne a investi et du temps et de l'argent, et que au premier tour tout le monde est dehors, je me dis comment je vais les convaincre de retourner à une autre compétition. Mais une fois que le sport est là, il est tellement fort, on a une déception immédiate, mais 20 minutes après, il y a une autre star qui arrive et le match continue, quoi. Donc heureusement que tout s'arrête pas quand les tricolores perdent. Et s'ils gagnent, c'est formidable, mais s'ils perdent, c'est non, ça me met pas tout mon week-end dans l'air, hein. Heureusement, parce que Je sais pas du coup si je peux vous demander ça étant donné Oula. votre réponse, mais est-ce que vous pouvez nous parler de quelques sportifs, cavaliers ou hommes de chevaux, que vous admirez particulièrement? oui. Peut-être un cavalier ou un homme de cheval de cœur. C'est la personne que m'aura peut-être le plus impressionné. Moi, j'aime les gagnants de championnat. J'aime pas trop les. Donc c'est vrai un garçon comme Garda, comme Steve Garda, ça me bluffe. Parce Par que sa personnalité. oui, surtout comme le fait Pessoa, Lamaze, Double Dame, il cible un événement, paf, ça fonctionne. Martin Fox, il voulait gagner Genève, paf, donc il a pas couru tout et n'importe. Enfin, j'aime le chemin qui amène à la victoire, et comme par hasard, ces types-là y arrivent. Ça, j'aime ça. Quand je me souviens très bien de Bianca ou de Dino Débussonnet avec Garda, 2 mois avant, il pouvait sauter des toutes petites barres. Moi, je me souviens de Skelton avec Big Star. Je l'ai vu en Grande-Bretagne 2 mois avant, il sautait 1m25 en concours, 1m30. Et ça, je me disais, c'est génial. D'être sûr de préparer son cheval. Ça, je trouve ça m'impressionne, parce que je me dis, voilà, Ouais, c'est vrai. c'est un autre niveau. Enfin, il connaît son cheval. Il est pas en train de dire, allez, on va gagner 10 balles. Tant pis s'il s'abîme. Et il travaille peut-être pendant 1 an auparavant, avant ouais. l'événement, et Ouais. c'est vrai. Ouais. Et Lamaze m'a dit, j'ai eu la chance de partager un peu de temps là dernièrement, dernièrement au mois de décembre, on a dîné ensemble, et j'ai dit à Lamaze, mais il avait un nouveau cheval pour Tokyo. J'ai dit, mais est-ce qu'il a la force, tu crois il m'a dit, un cheval qui fait 5 étoiles, il peut faire les Jeux Olympiques. Ça dépend comment moi je vais le préparer, ou les cavaliers vont le préparer. C'est le secret. C'est ça, c'est magique. Voilà. Ces petites phrases-là, moi, j'adore. On fait une courte pause à mi-épisode pour prendre le temps de vous dire, ou redire, le plaisir que nous avons eu à rencontrer et enregistrer cet épisode. Nous voudrions remercier Kamel de sa disponibilité, de sa transparence et de son engagement dans la vie de ce sport que l'on aime tant. Un petit mot aussi pour vous dire que notre partenaire, la Sellerie Picot, organise régulièrement des jeux concours pour leurs clients fidèles et leurs abonnés Facebook et Instagram. Rejoignez leur communauté sur les réseaux sociaux et tentez votre chance. En attendant, vous avez toujours 10% offert sur votre prochaine commande grâce au code IAMANEKESRIAN. Allez, place à la seconde partie de notre conversation avec Kamel. N'oubliez pas, si cet épisode vous plaît, de nous faire part de vos commentaires en MP sur Instagram. Bonne écoute. Vous qui êtes complètement immergé quand même même dans l'ombre des sports équestres, vous êtes en contact avec les grooms, avec tous les cavaliers, avec, je pense aussi, les équipes de fédération, etc. Quel regard vous portez sur les sports équestres en termes d'éthique, de valeurs, peut-être même de déontologie? Alors, ça c'est un vaste programme. Cet hiver, j'ai fait plusieurs conférences sur le bien-être du cheval, par exemple. On va y venir. Voilà. On peut y venir tout de suite. Et à Rotterdam, lors des derniers championnats d'Europe, il y a des gens contre l'utilisation du cheval pour le sport qui ont interrompu le parcours des Roms de Double-Dame, justement à Rotterdam. C'était pas de Double-Dame, c'était Udzeger. Et quand on est rentré, à l'automne, etc., j'entendais plein de gens dire, ah oui, alors bon, mais c'est scandaleux, voilà. Et moi, je partage pas du tout cette opinion-là. Moi, mon opinion, c'est, et je l'ai dit à Angers, il y avait une conférence géniale organisée par Ouest France, et après j'en ai fait d'autres à Toulon, dans le théâtre de Charles Berling, etc.
Et moi, mon sentiment, c'est ils posent une question, ces gens-là. Est-ce qu'on est capable d'y répondre à 100%, les yeux dans les yeux, avec certitude? Moi, je dis non. En étant honnête avec nous-mêmes. Oui, donc c'est non. La réponse, elle est non. Et donc, je trouve que la question qu'ils posent n'est pas mauvaise, puisque je peux pas y répondre avec une affirmative de 100%. Et je trouve que là, les autorités ne font pas... moi, je serais beaucoup plus dur sur plein de choses. Hein. Sur le moindre mauvais traitement, la plus petite chose, moi, ce serait rédhibitoire. Et il y a des cas que je trouve suicidaires pour la FEI de continuer à accepter qu'ils soient encore... voilà. Donc, oui, il y a beaucoup de choses à faire, ça c'est sûr. Ça va beaucoup mieux parce que le sport, je fais des écuries en France que je connais, que vraiment, ou même à l'étranger, vraiment, les chevaux sont bien, très très bien. Voilà. Il y a encore des cas qui vont pas. Le sport les amène à avoir un bon comportement avec les chevaux parce que maintenant, il faut que le cheval se sente bien pour bien faire. Je pense qu'il y a 20 ans, c'était très gros, très large. Il suffisait de ne pas leur donner envie de toucher pour gagner. Aujourd'hui, faut vraiment qu'ils aient envie de vous donner à vous plus que... Mais je pense que le bien-être du cheval, il va falloir y penser avec beaucoup, beaucoup de force. Et autrement, la filière peut tout perdre, ça c'est sûr. Et vous pensez que la réponse, elle doit venir des institutions? Je pense que non, tout le monde. Ouais. Je pense que les institutions doivent être plus strictes, mais c'est aussi chacun d'entre nous, c'est-à-dire que de ne pas accepter l'inacceptable. Si on voit quelqu'un ou dans un club ou dans un concours ou je ne sais pas, enfin quelqu'un mal se comporter, ben ça doit pas, on ne doit pas le laisser faire. On peut pas être complice. Autrement, c'est mettre en péril vraiment tout l'avenir des sports d'équestre. Ça, je suis convaincu de ça. Et puis de toute façon, je pense que pour bien vivre passionnément et vivre des émotions fortes avec le cheval, moindre des choses, c'est de le respecter au maximum. C'est lui qui nous donne tout. Donc, moi, ça me paraît une évidence. Moi, je refuserais complètement d'avoir un cheval et de le confier à quelqu'un qui se comporte mal. Ça durerait 2 jours. Et moi qui élève, j'ai une trouille. C'est qu'un jour, mon cheval soit sous la selle de quelqu'un qui... Là, je crois que je pèterais vraiment un plomb. Mais ça se passerait mal, ouais. Et vous pensez que c'est en train d'évoluer dans le bon sens? Je pense que la manifestation de gens qui s'opposent aux sports équestres amène le milieu à se poser des questions et à faire évoluer les choses. Et d'ailleurs, si vous me posez bien la question, c'est parce que ça. Donc oui, je pense que c'est. Mais il faut aller vite. Il faut aller vite parce que si jamais on se fait dépasser, il faut aller vite. Ouais, il faut aller vite. Alors, je vous le disais au début, j'ai l'habitude de regarder les Grands Prix, notamment sur RMC maintenant. Et dimanche dernier, vous étiez donc à Genève, dans le Grand Prix de Genève, et vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée, que Genève était l'un des derniers concours pour lequel il était impossible de payer pour sauter le Grand Prix. Oui. Et que d'autres devaient prendre exemple. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Mais moi, je suis là vraiment. Il y a des hommes, des femmes beaucoup plus précis là-dessus. C'est le combat de Garda, par exemple, de Steve Garda, de plein de cavaliers comme ça. Oui, c'est pas normal qu'un athlète qui mérite son accès dans un Grand Prix ne puisse pas y aller, alors que quelqu'un qui paye va pouvoir y aller. Ça, malheureusement, ça a beaucoup pris dans notre monde. Et ça, pour moi, ça, c'est encore une fois, c'est suicidaire. Au tennis, vous pouvez être milliardaire, vous n'allez pas jouer pendant la quinzaine sur le central. Hein. C'est soit vous qualifiez, vous jouez sous le central, et vous pouvez mettre $1 million, vous n'allez pas jouer sur le central. L'équitation, il faut que ce soit ça. Alors, qu'autour de ces grandes compétitions, il y ait des paycards pour les gens, pour des amateurs qui ont les moyens et qui veulent se faire plaisir, welcome, il n'y a aucun problème. Mais effectivement, qu'un athlète qui n'ait pas l'argent, mais les capacités ne puisse pas y aller, alors que moi, si j'étais riche, je peux monter à sa place, alors que je monte comme une quiche, non, ça me paraît pas normal, ouais, non. Et Steve Garda, on a assisté à la conférence qu'il a donnée il y a quelques semaines, il parlait des carrières en herbe et des Coupes des Nations, etc. Il disait, sans Coupe des Nations, il n'y a plus de Jeux Olympiques, sans Jeux Olympiques, il n'y a plus de sport. Absolument. Donc, mais c'est ça, c'est que le fait qu'il y ait en face de Coupe des Nations ou des choses comme ça, des concours où il y a beaucoup plus de gains, c'est mettre en péril tout le système. Ça, c'est sûr. Parce qu'effectivement, c'est plus difficile de rentrer dans l'équipe de France que d'aller, si votre sponsor, votre propriétaire de l'argent, que d'aller dans une épreuve où vous pouvez payer. Donc, d'opposer les autres, les uns contre les autres, c'est dangereux. Que les deux existent, chacun fait ce qu'il veut. Mais les mêmes week-ends, là, en face moi, j'aurais rêvé qu'il n'y ait rien en face des Coupes des Nations, voilà, que ce soit le rendez-vous du week-end.
toute façon, il y a trop de concours en règle générale. Ah, voilà, c'est Ça, une c'est question qu'on voulait évoquer avec vous. En fait, je sais pas si mon sentiment est le bon, mais moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'enjeux et de pression, on va dire pécuniaire, qu'avant. Que ça pouvait être le cas il y a quelques années, quelques générations. Et je me demande dans quelle mesure est-ce que tous ces enjeux économiques, avec multiplication des concours, avec des circuits où on peut gagner plus d'argent que d'autres et donc il y a une certaine pression financière pour les cavaliers, est-ce que ça, c'est pas en train de venir mettre en péril un peu, d'une part la passion, d'autre part le bien-être du cheval et puis aussi la pérennité du beau sport en tout et pour tout. En tout cas, le nombre de 5 étoiles dans une année, c'est débile. C'est-à-dire que dans aucun autre sport, il y a autant d'événements dits prestigieux le même week-end. Là, on se retrouve des week-ends, il y en a 3, il y en a 4, il y a 4-5 étoiles. Ça n'existe pas. Enfin, moi, mes copains qui font de la F1, il y a un Grand Prix de F1 par week-end et pas tous les week-ends. Il y a pas 4 Grands Prix de F1 le même week-end. Donc ça vulgarise d'abord complètement ce mot de 5 étoiles et de grands concours. Donc déjà ça abîme son propre, enfin je trouve que ça abîme le produit. Après l'argent, non, faut pas non plus cracher sur tout parce que faut quand même que les investisseurs s'y retrouvent, faut que les cavaliers puissent vivre. C'est bien que ce soit quand même un métier, il y a des écuries, enfin il y a des frais, donc non, c'est bien qu'il y ait de l'argent aussi parce qu'autrement ça serait destiné qu'à ceux qui en ont. Non, certains cavaliers peuvent quand même en gagner et les propriétaires. Ça c'est pas tellement ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est la multitude de concours, ouais, ça c'est sûr. Et de là découle aussi le bien-être du cheval. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre vision de l'équipe de France en particulier? On sait qu'en France, on a énormément de très bons cavaliers. Et par contre, dans les grands championnats, on voit quand même toujours un peu le même noyau dur en compétition. Comment est-ce que c'est difficile d'intégrer l'équipe de France aujourd'hui? Alors, d'abord, il y a deux grandes équipes, hein, parce que malheureusement, le dressage, depuis que je travaille, n'a pas eu de médaille. Et, enfin, bref, ça peut peut-être durer encore un peu. En concours complet, il y a depuis quelques années beaucoup de nouveaux, beaucoup de jeunes. Toujours avec le même patron en plus, Thierry Touzin. Donc, il y a quand même une diversité. Concours complet, non, il y a beaucoup de jeunes. Après, encore une fois, pour être cavalier d'un championnat, il faut pas que monter bien un cheval, il faut pas avoir que un bon cheval. Il faut des Stott, des Le Prévost, des Bosti, tous ces gens-là qui reviennent tout le temps. Je crois qu'ils ne reviennent pas uniquement parce qu'ils savent bien monter. Il faut se rendre compte de la pression, hein. C'est tennis, on appelle ça la peur de gagner. Voilà, il faut quand vous allez aux Jeux Olympiques, Bosti, je me souviens très bien avec Pessoa, on calculait, il avait le droit à un point de temps, hein. Il faisait une faute, il n'y avait plus de médaille. Donc ça tient. Donc il faut quand même des gens qui soient pas ordinaires, hein, pour supporter la pression. Donc il suffit pas de bien monter à cheval. Si vous avez un couple qui gagne des grands prix, mais qui est en équipe, il y a beaucoup de gens en équipe qui trouvent plus leurs automatismes. Hein. C'est pour ça qu'on voyait souvent les mêmes. C'est pas uniquement les chevaux, hein. Et les Pommel, les Gerda, ces gens, ils ont parfois envoyé des cavaliers qui avaient pas forcément le meilleur cheval, mais ils savaient qu'en revanche, ils allaient tenir le manche. Hein. Oui, il y a des cavaliers comme Kevin qui vont très souvent partir en dernier quand il y a de la pression, quand on a besoin de quelqu'un de très aguerri. Ah et oui. en fait, c'est vrai que je pense que ça demande aussi des qualités qui ne sont pas forcément communes à tous les cavaliers. Et puis évidemment, faut très très bien monter, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui montent bien à cheval. Mais être un champion, mais c'est pas que pour l'équitation. Hein. C'est le cas c'est pas que pour l'équitation, c'est le cas de plein d'autres sports. Il y a plein de très bons athlètes à l'entraînement. Moi, j'ai des copains qui font de l'athlé. Ils sont très très bons. Et puis dès qu'il y a une échéance, ça va plus. Je vois plein de reportages à RMC Sport sur des gens comme ça qui perdent tous leurs moyens lors d'un grand championnat. Le physique lâche comme par hasard. Enfin bon. C'est une des questions qu'on a posées à la fin, puisqu'on avait la possibilité de demander à Steve Gerda, à la fin de sa conférence, de lui poser des questions. Et on lui avait demandé, on a beaucoup de très bons cavaliers, et je pense pas forcément qu'en France, mais très bons dans les grands prix nationaux. Et après, c'est quoi le cap à passer pour vous qui connaissez beaucoup de cavaliers pour devenir très bon, mais dans le top international? Ouais, alors, il faut quand même le cheval, parce qu'un cheval de 150, ce qui est déjà bien, hein, mais un cheval de Grand Prix national et un cheval de Grand Prix de Coupe du Monde, il y a vraiment un cap qui est très spectaculaire.
Et puis il faut aussi que ces cavaliers-là qui sont dans les 3 étoiles, on va dire, pour aller dans le 5 et gagner, il faut qu'ils en fassent beaucoup. Parce que Steve Garda ou pas, Bosti ou pas, Stott ou pas, s'ils n'en font pas beaucoup, ils vont prendre du recul et ils seront pas dans le coup. Donc, mais bon, là, non, il y a le cheval, parce qu'il y a le rythme, hein, le chronomètre, ça n'a rien à voir. Hein. Entre un 3 étoiles et un 5 étoiles, il y a vraiment. Puis là, il y a la pression et puis il y a la concurrence. Puis la concurrence, c'est pas la même. Hein. Mais je pense que le cheval quand même fait 150, un Grand Prix national, un Grand Prix Coupe du Monde. Même à pied, quand vous marchez la piste, regardez les combinaisons, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. La fin d'Equidia Life, ça a été, j'imagine, un vrai coup dur pour vous. Et puis, vous êtes renouvelé, vous avez réussi à revenir, à durer. Comment est-ce qu'on traverse ces épreuves-là? Alors, Life, j'étais très agacé parce que je sais qu'on pouvait la sauver. Voilà. Je vais pas revenir là-dessus parce que je me suis fâché avec beaucoup de monde, mais on aurait pu vraiment la sauver. Voilà. C'est fini, c'est passé. Basta, et puis la télévision ça évolue et puis c'est comme ça. Après c'est vrai qu'en rencontrant Alice Larocca qui travaillait déjà dans le groupe RMC Découverte en l'occurrence à la programmation de documentaires, qui elle connaissait bien les chevaux, avait cette entrée pour entrer dans ce groupe, bah là oui c'était un enjeu. Moi j'ai eu d'autres propositions d'autres groupes pour faire du cheval, mais c'était vraiment du bouche-trou. C'est vraiment pour dire, voilà, on a un sponsor, est-ce que tu es d'accord, c'est notre caution, voilà, tu veux combien, paf, c'est bon, ils étaient tranquilles. Mais, moi, c'était une petite mort, enfin, ça m'intéressait pas. Donc, j'ai préféré repartir avec Alice, on a créé SBB, et Camille Thomas, de repartir sur d'une page blanche, mais avec une chaîne qui nous a dit, ok, mais dites ce que vous voulez, comment il faut le faire, et voilà. Donc, ils ont acheté en exclusivité les circuits Coupe du Monde et Coupe des Nations, parce qu'il fallait que ce soit justement l'esprit olympique et l'esprit voilà, sport FEI, et après d'autres concours. Mais aujourd'hui, Life, ça me paraît, c'est pourtant pas si loin, mais ça me paraît tellement loin. C'est passé tellement de choses, et puis moi j'apprends beaucoup plus là où je suis, évidemment, parce que c'est un groupe énorme, et il faut faire des papiers pour BFM, pour la radio, pour donc oui, et puis quand vous rentrez au bureau, c'est impressionnant, et puis enfin oui, ça vous secoue, hein. Là-bas, on était un peu tranquille, quoi. Vous dominiez votre sujet. Là, sur le plan journalistique, il faut modifier beaucoup de choses. Il y a de la technique où on change pas mal. Le magazine du lundi hors série n'a plus rien à voir avec ce qui était Equestrian avant. C'est beaucoup plus moderne. Enfin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir réussi votre vie professionnelle? Non. C'est vrai? Non, j'ai le sentiment d'avoir vécu des choses chouettes. Réussir, non. Enfin, non, je n'ai pas ce sentiment-là. J'ai le sentiment d'avoir vécu des moments chouettes et partagé surtout des moments chouettes. Ça, j'ai ça, mais réussir, non. J'ai pas du tout ce sentiment. Comment vous la définiriez, la réussite? Je sais pas, ça me concerne pas, franchement, je crois pas. Ouais. Non. Vous essayez de pas catégoriser. Non, je me dis jamais j'ai réussi ou j'ai pas réussi même. Je me dis pas tiens, j'ai pas réussi. Je me dis juste est-ce que je vais vivre ça encore? Est-ce que je vais pouvoir partager ça? Parce que moi, ce qui m'anime, c'est ça. Hein. C'est pas de me dire, voilà. Enfin, quand les gens me parlent dans les concours et tout ça, ce qui me fait plaisir, c'est merci, c'est chouette ce que vous faites pour nous. Mais c'est pas d'être reconnu. Enfin, c'est pas cette réussite-là. Non. C'est le partage qui m'intéresse. Le reste. Et maintenant, vous voyez où dans 10 ans? Avec vous, puis on fera le bilan encore. Dans 10 ans. Avec grand plaisir. Ben voilà. Dire qu'on existera encore. Bah oui, absolument. Et moi aussi. On espère. Est-ce que vous avez des objectifs à venir, des challenges, que ce soit d'ailleurs personnels, professionnels? Oui, mais je ne pouvais pas vous les dire. Ouais. Et est-ce qu'il y en a avec J'ai une année 2020 avec plein de projets. Ouais, j'ai vraiment beaucoup. Déjà, c'est une année olympique. Ouais. C'est une année olympique. J'ai un projet de livre très fort. J'ai une année plein de projets. Mais bon, non. On vous écoutera à Tokyo. Je sais pas encore. Si j'ai juste une question qui me vient comme ça, si vous n'aviez pas commenté, fait en tout cas travaillé dans l'équitation, quel sport est-ce que vous auriez choisi? Si j'avais dû faire journaliste de sport, mais d'un autre sport, je crois que j'aurais bien aimé le tennis. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Ouais, parce que j'aime bien
j'aime bien les matchs, j'aime bien le sport où tout peut encore s'inverser. Ce qui est pas souvent le cas à l'équitation d'ailleurs. Parce que la moindre faute, paf, c'est parti. Au tennis, je connais bien le tennis et je connais bien les athlètes de tennis alors voilà, le mental qu'il faut pour jouer au tennis, pour être un champion, c'est à une balle de perdre le match et de regagner 2-7 derrière. Enfin, ça c'est du mental. J'adore les cavaliers, hein. Je suis passionné, mais il y a des sports qui demandent des efforts qui sont incomparables. L'athlé, tout ça, enfin, c'est bien plus dur. J'ai pensé à une question pendant notre discussion et puis je l'ai pas posée, donc je vais la poser là maintenant à la fin. Vous connaissez donc, vous vous êtes en tout cas intéressé à beaucoup de sports, beaucoup d'athlètes. On parle souvent, et quand on en reçoit, nous, un cavalier, de la place de la préparation mentale et physique maintenant dans la vie du nouveau cavalier, en fait, des nouvelles générations. Est-ce que vous pensez qu'on a encore beaucoup de travail à faire, ou est-ce que vous pensez que ça va de mieux en mieux? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous pouvez observer? Mentale ou physique? Les deux. Les deux. Moi, je trouve qu'en 10 ans, ça a terriblement évolué. Alors, je trouve que ça a terriblement évolué. Alors, pour la préparation mentale, c'est le plus spectaculaire. Parce que il y a 10 ans, il y avait déjà très peu qui faisaient appel à quelqu'un. Ceux qui le faisaient ne le disaient pas. Or, maintenant, je connais quelques préparateurs qui le font pour des cavaliers ou d'autres. Et maintenant, les cavaliers le disent. Ah bah tiens, moi, je travaille. Donc, ça a terriblement évolué. Et sur le plan physique, je trouve que ça a beaucoup évolué aussi. Je trouve qu'on voit des cavaliers qui sont même assez fit, qui sont quand même assez toniques, qui sont quand même... Le niveau est tellement élevé, dur, qu'il faut vraiment être... faut être au maximum de sa condition, maximum de... Avant, il y avait des cavaliers très atypiques, hein, il y a encore 15-20 ans, peut-être trop jeune. Mais il y avait des cavaliers un peu atypiques avec des montes un peu atypiques. Ouais, voilà, des types un peu costauds, des types avec bon, ça c'est je sais pas si c'est bien, mais enfin en tout cas ça c'est super complètement, tout est un peu pareil. Enfin, prenez Lorenzo De Luca avec un bon brésilien, bon, il y a pas une différence de dingue. Bon, c'est de latin, mais ça c'est quand même vachement uniformisé. Mais donc physiquement ah ouais, non, faut qu'il soit fit, vraiment sportif. Ils font beaucoup de sport maintenant, hein. Ils font beaucoup d'étirements, ils font beaucoup de... Non, je trouve que ça y a un progrès. Et pour un préparateur mental, alors là, oui, c'est un progrès énorme. Je reviens sur ce que vous disiez. C'était un peu mal perçu à l'époque de dire qu'on travaillait avec un préparateur mental. Oui, parce que c'était preuve de faiblesse. Ouais. Donc en fait, les gens le disaient pas. C'était un peu comme dire, je vais voir un psy, quoi. Dire, ah bon, t'es fou. Et donc je pense qu'ils avaient, c'était une forme de faiblesse. Puis ça faisait pas, je sais pas, ça faisait pas sûr de soi, ça faisait pas. Et moi j'ai vu des cavaliers faire appel. J'en connais au très haut niveau. J'en connais 7 ou 8, hein, vraiment. Donc moi je sais, donc il y en a plein que je sais pas où ça a switché, mais il y a l'avant, il y a l'après, quoi. Ça peut être d'une efficacité absolument incroyable. J'ai entendu dans un podcast que j'écoute une présentatrice qui demande toujours à ses invités: est-ce que vous avez un coup de cœur, un coup de gueule? Alors le coup de gueule, vous n'êtes pas obligé, vous faites voilà, mais un coup de cœur au moins. Oui, c'est pas original parce que je l'ai dit beaucoup, mais mon coup de cœur c'est la Maz. Voilà, dans notre sport en tout cas. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'Eric? Ouais, parce que Eric, c'est une histoire que j'ai avec lui amicale depuis des années. Parce que j'ai été passer une semaine aux États-Unis et puis que ça nous a vraiment beaucoup liés. Et puis ensuite, en Europe, il parlait à aucune presse. Parce qu'il avait été agacé par des papiers pas très sympas. Et donc, à chaque fois qu'il y avait une demande, fallait que ça passe par moi. Et c'était épouvantable parce que j'étais pas son agent déjà. J'étais journaliste, donc quand il y avait des grands magazines qui voulaient, il fallait que ce soit moi qui fasse l'interview. Sauf que c'était pas possible. J'étais pas engagé. Ni à l'équipe, ni pour des télé autres, etc. Bref, on a lié beaucoup de relations, sans se voir beaucoup parce qu'il est quand même pas beaucoup en Europe. Mais bon, voilà, ça c'est un type qui m'a impressionné en vivant à côté. Je suis resté 8 jours à côté, j'étais épuisé. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus. J'avais qu'une idée, c'est de partir. J'étais fatigué et j'avais une émission le lendemain, plus beaucoup de travail. Et je suis arrivé à Paris, à l'aéroport, et lundi matin, 7h du matin. Je pense que j'aurais pu bouger la Tour Eiffel. Il vous a donné de l'énergie? C'était incroyable. Alors que je pensais être vidé complètement. Tout est possible.
Et c'est vrai que bon, après maintenant, là, il est tombé malade depuis 2 ans d'une tumeur. Et la première interview qu'il a faite pour parler de ça, c'était avec moi pour RMC Sport hors série, c'était à la Baule, où ça m'a fait drôle parce qu'en plus c'était un moment où il était très fatigué, donc dans son regard, c'était bon, mais il a été très très généreux. Et en fait, ça lui a amené beaucoup de choses. Il a fait cette interview, puis après il m'a dit bon, c'est la dernière, voilà, je l'ai fait avec toi, ça me fait plaisir, mais j'en ferai plus. Et puis il est parti à Calgary. Et en fait, les Canadiens et les Américains avaient traduit l'interview. Je sais pas comment ils ont eu. Enfin bon, ça a dû, voilà. Donc ils l'ont traduite et passé dans la presse écrite au lieu de la passer en télévision. Et en fait, ça a fait boule de neige partout. Enfin, c'est devenu viral. Et quand il est arrivé au Canada, à Calgary, il a eu une standing ovation absolument incroyable à cause de ça. Et donc les gens racontaient ce qu'ils nous avaient raconté. Et en fait, depuis ça, maintenant il parle. Maintenant, il a fait des interviews. Il a fait une interview quand il était à Paris aux Parisiens qui a beaucoup marqué. Enfin, voilà. Donc, oui, c'est un personnage. Mais surtout, c'est quelqu'un voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Pour moi, c'est une star. Vous vivez avec lui, je sais pas s'il est je sais pas si c'est le meilleur pianiste du monde ou le meilleur cavalier du monde ou le meilleur écrivain. En tout cas, c'est pas un type comme moi. C'est un type vraiment singulier, chiant, génial. Mais pas voilà, enfin non mais vraiment, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça fait partie des gens. Pour moi, c'est une star, voilà. Il se trouve qu'il est cavalier, mais je pense qu'il pourrait être star de piano, enfin m'impressionne beaucoup, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à notre sport pour les, on va dire, la dizaine d'années à venir pour les sports équestres? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire, on dire, fleurir encore notre sport? Qu'est-ce qu'on pourrait espérer? On peut espérer avoir des médailles aux Jeux Olympiques parce que c'est les médailles qui font parler de nous. Donc ça, c'est super important, hein. Et ensuite de bien travailler ces médailles. Moi, j'ai souvent eu des problèmes avec la Fédé, en fait. Pendant 15 ans, on n'a jamais communiqué ensemble à cause d'un cadre ou deux, etc. Et là, j'ai rencontré les cadres et on s'est tout dit comme deux enfants. Voilà, t'es fâché pourquoi? Eh ben, on s'est expliqué et en fait, on a compris enfin que notre intérêt était le même, de faire parler du cheval. Et ça va beaucoup mieux. Parfois, il suffit de pas grand-chose. Et je pense que notre sport, c'est un des sports, pour moi, c'est un des sports bizarrement les plus faciles à vendre. Parce que vous amenez quelqu'un voir du cross, par exemple, à Lyon, Lyon-Danger ou choses comme ça, c'est juste pas ordinaire, c'est juste formidable. Donc je pense que c'est assez. Mais oui, il faut bien en parler, il faut raconter des histoires, il faut respecter ceux qui respectent le cheval. Je crois que vous avez bien raconté la vôtre, en tout cas. Merci beaucoup, Kamel. Merci à vous. D'être dans cette interview. Merci pour votre temps. Merci pour tout. Merci de votre accueil. On espère que cet épisode vous a plu autant qu'à nous. Vous pouvez retrouver Kamel Boudra sur ses réseaux sociaux, ainsi que la sellerie Picot, sous le nom Sellerie Picot. P-I-C-A-U-D. Appelez-les ou allez pousser la porte de leur boutique. L'accueil et le conseil se fait avec plaisir, toujours avec le sourire, du mardi au samedi. Et pour ceux qui seraient trop loin de la région centre, vous pouvez aussi consulter leur site internet www.selleriepicot.fr. N'oubliez pas, si vous passez commande, d'utiliser notre code promo IAMANEQUESTRIAN qui vous offrira 10% sur tous vos achats. On se retrouve le mercredi 19 février pour un nouvel épisode enregistré au Jumping de Bordeaux. À très vite!